Très bien. Bonjour à tous. C'est un grand plaisir d'être présent parmi vous pour vous présenter ce qu'on fait au sein de notre équipe au sujet de l'imagerie en TEP IRM et notamment de la capacité que peut avoir l'imagerie en TEP IRM pour comprendre des mécanismes clés de la physiopathologie d'une maladie très importante qui est la sclérose en plaques, une maladie très fréquente qui touche des sujets jeunes et qui est invalidante. Donc, je suis Bruno Stankov, je suis co-responsable d'une équipe qui s'appelle la réparation dans la sclérose en plaques de la biologie à la translation clinique, équipe au sein de laquelle nous essayons de mettre en place de la biologie, c'est-à-dire des idées à l'application chez les patients, de stratégies de régénération chez les patients qui sont atteints de cette maladie. Alors, je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet. La sclérose en plaques est une maladie caractérisée par la survenue dans le système nerveux central, cerveau, moelle épinière, de lésions de démyélinisation qu'on appelle des plaques, d'où son nom. Et globalement, cette maladie est diagnostiquée en imagerie et c'est devenu une révolution aujourd'hui en pratique clinique. Nous utilisons l'IRM tous les jours pour diagnostiquer cette maladie. Et notamment, le critère pour diagnostiquer cette maladie, c'est de visualiser ces plaques, ces lésions démyélinisées. Et je vous montre un exemple ici. Il s'agit d'une jeune femme de 44 ans qui, depuis 11 ans, a un diagnostic de sclérose en plaques. Et le diagnostic a été posé sur la visualisation de ces images que vous voyez ici, qui apparaissent un peu plus en blanc au niveau du… C'est une coupe du cerveau, un peu plus en blanc dans ce qu'on appelle la matière blanche, ici sur le cerveau, le cervelet et le tronc cérébral, ou sur la moelle épinière. Et ces lésions sont des plaques, et c'est comme ça qu'on affirme, par la multiplicité de ces lésions, que la patiente a une sclérose en plaques. C'est comme ça qu'elle a pu être diagnostiquée. Voici un deuxième exemple, un homme de 47 ans, et vous reconnaissez le même type de lésions, tout petit peu différentes. La séquence est un peu différente, mais on voit là, elles sont encore plus contrastées, elles apparaissent en blanc, et on les voit dans la moelle épinière et dans le cerveau. Et ce patient, il a une forme dite progressive depuis 5 ans, un peu moins longtemps. Alors pourquoi je vous montre ça? Ce n'est pas simplement pour illustrer comment on fait le diagnostic de cette maladie, mais c'est pour vous faire comprendre aussi les limites de ce qu'on utilise en pratique clinique aujourd'hui. Puisque quand vous voyez cette patiente qui a 11 ans de maladie, donc un peu plus de temps, et quand vous voyez le nombre des lésions, c'est assez facile à voir, a l'air beaucoup plus nombreux que sur le deuxième cas, mais quand on regarde la situation respective sur le plan clinique de chacun de ces patients, eh bien on voit que cette femme a un EDSS, c'est-à-dire un score de handicap qui est à 1, c'est-à-dire qu'elle n'a quasiment aucune gêne fonctionnelle. Malgré toutes ces lésions, elle vit tout à fait normalement et peut marcher tout à fait normalement. À l'inverse, ce patient, qui est une forme progressive, lui a un EDSS qu'on appelle 6-5, c'est-à-dire qu'il a de grandes difficultés à se déplacer. Il a besoin d'une aide bilatérale pour marcher quelques pas et il ne peut pas faire plus de 50 ou 100 mètres. Donc on voit que le patient à droite a moins de lésions que la patiente à gauche, mais il est plus gêné. Ce qui veut dire que cet outil qui est formidable pour le diagnostic de nos patients manque un certain nombre d'informations sur les mécanismes qui peuvent concourir à l'apparition, à l'évolution des lésions. Et en fait, cette IRM qu'on utilise en clinique ne permet pas d'évaluer un certain nombre de mécanismes impliqués dans la maladie, ce qui a conduit à cette notion qu'on appelle un paradoxe clinico-radiologique, une sorte de discordance entre le nombre et le volume des lésions et l'état clinique de nos patients. Alors, comment expliquer ce paradoxe? Que nous apprend la science et en particulier la pathologie, c'est-à-dire l'examen post-mortem des patients? Eh bien, on sait qu'il y a un certain nombre de mécanismes qui font que les lésions de nos patients sont dissemblables, elles sont très hétérogènes. En particulier, certaines lésions ont des capacités à se remyéliniser, à se réparer spontanément. Et c'est ce qui a été illustré par ce travail, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on sait que ces capacités de réparation, elles existent, mais elles sont minoritaires et elles ne sont réellement efficaces que chez une petite minorité de patients, 20% tout au plus. Un deuxième mécanisme très important, c'est qu'au sein de ces lésions, certaines lésions vont être ce qu'on appelle chroniques actives, c'est-à-dire qu'au-delà de leur apparition et de leur réparation, elles vont se maintenir avec une inflammation et une démyélinisation bas bruit pendant des années. Pourquoi je vous explique ça? Eh bien, tout simplement parce que l'IRM qu'on utilise aujourd'hui ne permet pas de faire la différence entre une lésion qui se répare, qu'on voit en bleu ici, ou une lésion qui ne s'est jamais réparée, ou encore entre une lésion qui est totalement inactive et une lésion qui maintient une forte activité. Toutes ces lésions apparaissent sous la même signature des taches blanches sur l'IRM. Donc, il nous faudrait améliorer nos capacités d'investigation pour mieux évaluer ces mécanismes et comprendre ce qui se passe chez les patients.
Et c'est pour ça qu'il y a environ 15 ans, nous avons ouvert, on va dire, une voie de recherche qui utilise l'IRM, mais qui la combine à une autre technique d'imagerie, qui est une technique d'imagerie dite moléculaire, la tomographie à émission de positons, d'où la combinaison TEP-IRM de grand intérêt aujourd'hui. Quel est le principe de cette tomographie à émission de positons? Eh bien, c'est de faire une imagerie spécifique à l'échelle moléculaire. On utilise ce qu'on appelle un radiotraceur, qui est une molécule qui est légèrement radioactive et qui va avoir une cible biologique extrêmement précise au sein du système nerveux. Et par cette radioactivité, on peut faire une cartographie des mécanismes biologiques sous-jacents à la maladie. Alors, nous avions débuté, il y a maintenant quelques années, par la recherche d'un radiotraceur qui pourrait être utilisé en tomographie à émission de positons et qui se fixerait sur la myéline, pour justement permettre de différencier les lésions démyélinisées, les lésions remyélinisées et pouvoir avoir une vision de ce processus biologique. Alors, nous avions identifié, il y a maintenant plus de 10 ans, une première molécule qui est un dérivé chimique qu'on appelle un dérivé des molécules stilbène et qui montrait une très forte fixation sur les régions myélinisées. Vous avez ici une image en fluorescence sur un cerveau d'animal, d'un rongeur. Donc, c'était la première observation qu'une molécule pouvait être repositionnée à partir d'autres applications potentielles et qu'elle pouvait être utilisée pour faire de l'imagerie de la myéline. Par la suite, nous avons identifié plusieurs molécules au sein de diverses familles, notamment une molécule qui s'appelle le PIB, qui présentait un grand avantage, c'est d'être applicable en imagerie chez les patients directement. Et donc, nous avions validé l'application de ce PIB comme marqueur de la myéline chez à la fois les rongeurs, mais aussi dans le cerveau de patients atteints de sclérose en plaques. Alors, c'est intéressant parce que ce PIB, il était disponible parce qu'il avait été développé en fait pour d'autres applications, notamment pour la recherche dans la maladie d'Alzheimer. Et nous, on s'est aperçu que chez un sujet qui n'avait pas la maladie d'Alzheimer, ce qui est le cas de la majorité des patients qui ont la sclérose en plaques, il pouvait être utilisé comme un marqueur de la myéline. Et puis, plus récemment, nous avons démontré que des marqueurs beaucoup plus récents et qui pourraient être utilisables à plus large échelle parce qu'ils sont fluorés, c'est-à-dire qu'on peut les administrer à distance de leur production, ont aussi une affinité pour la myéline. Je ne rentre pas dans le détail, mais nous avons donc mis à disposition toute une stratégie qui permet de quantifier la myéline in vivo à partir de cette technique d'imagerie. Alors là non plus, je ne rentre pas dans les détails. Tout ceci a demandé un certain temps puisqu'il a fallu mettre en place l'application chez les patients de cette stratégie qui avait été imaginée chez des modèles animaux au départ. Il a fallu développer des stratégies pour mesurer le signal au sein du cerveau. Et nous sommes arrivés à la conclusion qu'il était possible de faire des cartographies à l'échelle individuelle chez chaque patient et dans chaque lésion de chaque patient de la quantité de démyélinisation et de remyélinisation au cours du temps. Ce que vous voyez ici, c'est une illustration de ce travail. Vous voyez en rouge les régions qui sont démyélinisées au cours du temps dans les lésions. Les lésions apparaissent en blanche, les plaques sont en blanc. Et en bleu, vous voyez les régions qui se sont réparées au cours du temps. Et ce que l'on voit, c'est qu'il existe bien une très forte hétérogénéité d'un sujet à l'autre. On voit que le sujet de gauche a beaucoup de rouge, il démyélinise beaucoup, mais il se répare peu. À l'inverse, le sujet tout à fait à droite, vous le voyez, était notre championne, c'est-à-dire qu'elle se démyélinise. On voit aussi du rouge dans ses lésions, mais elle avait de fortes capacités de remyélinisation. Donc, on voit bien qu'il existe une possibilité de mesurer à l'échelle individuelle le profil de réparation spontanée des lésions. Alors, nous sommes allés un peu plus loin et nous avons pu classer les patients comme soit des entre guillemets mauvais remyélinisateurs, des patients qui n'ont pas de bonne capacité à se réparer, et ils apparaissaient en rouge ici, et puis des patients qui avaient de meilleures capacités de remyélinisation, on les a représentés en bleu, et ils pourraient représenter des bons remyélinisateurs. On voit qu'ils représentent en particulier une minorité sur la droite avec des vraiment bonnes capacités de réparation. Puis nous sommes allés un peu plus loin, nous avons suivi ces patients et puis démontré que c'était bien cette capacité individuelle de réparation des lésions qui déterminait le score de handicap des patients, celui dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce score EDSS. On a bien une corrélation très très proche. Plus on remyélinise, moins le handicap a évolué. Donc on est là sur un mécanisme clé qu'on peut identifier grâce à cette combinaison dorénavant de TEP-IRM. Alors, quelles sont les perspectives et les enjeux ouverts par ces résultats? Tout d'abord, ça nous permet d'envisager de mieux stratifier les patients, de mieux établir leur pronostic en classifiant ceux qui se remyélinisent bien de ceux qui se remyélinisent moins bien, et on a une meilleure visibilité de ce que peut devenir la maladie. Ensuite, cette hétérogénéité des capacités nous ouvre la perspective de comprendre pourquoi certains patients ont une remyélinisation efficace. Et à ce moment-là, d'identifier les mécanismes à l'origine de cette remyélinisation et de les transposer aux patients qui n'arrivent pas à réparer leur myéline et du coup d'envisager de nouveaux traitements.
Et puis, ça nous permet aussi, mais c'est la même chose, de comprendre pourquoi certains patients, à l'inverse, échouent à remyéliniser, de comprendre quels sont les signaux qui inhibent cette remyélinisation. J'y reviendrai rapidement. Ensuite, une perspective évidemment importante, c'est d'appliquer ça à un plus grand nombre. Nous, on travaille dans un groupe de recherche sur des populations limitées, sélectionnées dans des protocoles de recherche. Mais bien sûr, l'une de nos perspectives, c'est de proposer à la communauté médicale des indices d'imagerie qui permettraient d'évaluer ces profils de remyélinisation à l'échelle individuelle, mais de façon beaucoup plus large et disponible. Et puis enfin, ça ouvre la perspective de mesurer un effet d'un traitement donné, un traitement candidat à la remyélinisation, de mesurer son effet dans des essais thérapeutiques. Donc, de vastes perspectives pour mieux prendre en charge nos patients. Je vais illustrer juste très rapidement certaines d'entre elles. Nous avons cherché à établir pourquoi certains patients échouaient à remyéliniser. Et là encore, il s'agit d'une deuxième application de cette méthode, le TEP-IRM. Mais là, nous avons tenté de mesurer à l'échelle individuelle, non pas directement la myéline, mais cette inflammation persistante dont je vous ai parlé tout à l'heure, ces lésions chroniques actives. Et effectivement, on a pu développer ça en collaboration avec nos collègues du CEA, en appliquant un traceur qui s'appelle le DPA714, qui se fixe sur une molécule qu'on appelle le TSPO, qui est exprimée par certaines cellules responsables de cette neuroinflammation persistante. Et là non plus, je n'entre pas dans les détails, mais nous avons développé le même type d'approche. Nous avons établi des cartographies individuelles d'activation inflammatoire au sein du cerveau et au sein de chaque lésion de chaque patient. Et vous voyez là encore qu'on arrive à des cartographies tout à fait intéressantes et hétérogènes. Vous avez 3 patients qui ont à peu près la même situation clinique, une forme progressive de sclérose en plaques et un niveau de handicap à peu près similaire. Mais on voit qu'à gauche, le patient qui est représenté, vous voyez en jaune l'activation en dehors des lésions et en rouge l'activation dans les lésions, eh bien cette activation inflammatoire est finalement peu marquée. Et puis on voit que quand on va vers la droite, les patients ont de plus en plus d'inflammation dans leur cerveau, que ce soit dans les lésions, et vous voyez toutes ces lésions qui apparaissent en rouge, ou en dehors des lésions. Donc ces cartographies finalement expliquent les trajectoires individuelles de handicap. Quand on a mis en relation ces cartographies d'inflammation dans le système nerveux, dans leur cerveau, et la rapidité de progression du handicap des patients, on a là aussi observé une corrélation, une relation tout à fait étroite. Et en fait, ce niveau d'inflammation est en rapport avec l'incapacité des lésions à se réparer. Donc, on a une liaison, un lien entre inflammation persistante, absence de remyélinisation et mauvaise évolution de nos patients. En particulier, pour rappeler le gain par rapport à l'IRM, en IRM, on considère qu'une lésion est active sur le plan inflammatoire quand elle est rehaussée par un produit de contraste qu'on injecte au patient. C'est ce que vous voyez ici, rehaussement par une injection de gadolinium. Dans la cohorte de patients que nous avons évalués pour leur inflammation cérébrale, environ 1,8% des lésions étaient actives en IRM. En revanche, quand on a fait le même type de classification à partir de la TEP, donc l'imagerie moléculaire, vous voyez qu'on a pu détecter 37% de ces lésions qui étaient actives et qui n'étaient pas du tout visibles en IRM. D'où une tout à fait nouvelle méthode pour approcher la quantité d'inflammation résiduelle dans le cerveau. Et comme je vous le disais, les patients qui ont une trajectoire de handicap plus sévère ont effectivement plus de lésions chroniques actives en tomographie à émission de positons, plus d'activation générale, et en particulier des lésions qui se réparent moins, qui sont caractérisées par une chute de signal sur certaines séquences en IRM. Alors, nous avons pu, et là c'est plus pour montrer ce qu'on fait actuellement, par ailleurs approcher des mécanismes encore plus précis qui pourraient être responsables du succès ou de l'échec de remyélinisation et de ce lien entre inflammation et remyélinisation. En particulier, ce que nous avons montré, c'est qu'il existait une relation entre la proximité géographique, la distance par rapport aux espaces qui contiennent ce qu'on appelle du liquide céphalo-rachidien, le liquide qui baigne le cerveau, et la capacité et la présence d'inflammation dans le cerveau. On a pu mettre en évidence que plus on était proche des ventricules cérébraux, que vous voyez ici en noir, et qui contiennent ce liquide céphalo-rachidien, plus on en est proche, plus il y a une inflammation marquée. Et cette inflammation tend à diminuer quand on s'éloigne dans la substance dite blanche des patients, là où il y a les lésions. Donc on a un lien entre cette proximité du liquide céphalo-rachidien et l'inflammation chronique. Et de manière extrêmement parallèle, on a pu mettre un lien entre cette distance par rapport au liquide céphalo-rachidien et la capacité à remyéliniser les lésions. On voit que plus on est proche de ce liquide céphalo-rachidien, moins les patients remyélinisent, en tout cas les lésions remyélinisent. Et plus on s'en éloigne, plus les capacités de remyélinisation semblent
se restaurer. Il existerait donc, et c'est là où nous allons orienter une partie de nos recherches actuellement, un facteur ou plusieurs facteurs pro-inflammatoires donc qui activeraient l'inflammation dans ce liquide céphalorachidien et qui seraient en même temps responsables d'un échec de la réparation. Nous avons un certain nombre de candidats, mais ils ne sont pas définitivement prouvés à ce jour. C'est l'un de nos objectifs à venir. Et dans ce contexte, nous allons même explorer de manière encore plus large les biomarqueurs biologiques qui pourraient être associés à cette inflammation persistante ou à la capacité ou l'échec de remyélisation à l'aide d'un projet de consortium à la fois au sein de l'ICM avec le docteur Violeta Zujovic qui va s'occuper de marqueurs inflammatoires sur les cellules circulant dans le sang et puis le professeur Laplot au CHU de Nantes. Nous allons tenter d'identifier quelles sont les cellules et les sous-populations cellulaires responsables de cette inflammation persistante et de l'échec de remyélisation. Ce qui nous permettrait à terme d'avoir à la fois un marqueur biologique accessible pour prédire et mesurer ces processus, mais aussi d'ouvrir de nouvelles pistes thérapeutiques. Enfin, dernière perspective qui nous paraît là aussi très importante, développer ce type de marqueur, mais applicable à la population plus large de patients atteints de sclérose en plaques, donc le mettre à disposition pour la communauté médicale. Et là, je ne rentrerai pas dans le détail, cette illustration est totalement complexe, évidemment, mais l'idée générale, c'est qu'on a développé des biomarqueurs en imagerie en TEP, en imagerie moléculaire. Eh bien, nous souhaitons utiliser des processus, des procédés d'intelligence artificielle et d'apprentissage profond pour arriver à reproduire ces marqueurs de remyélinisation ou d'inflammation persistante, mais avec des techniques d'IRM accessibles à tous. En combinant certaines de ces techniques d'IRM et en appliquant, en collaboration avec l'équipe Aramis et Olivier Colliot à l'ICM et Nicolas Ayache à l'INRIA, nous allons développer des algorithmes issus d'apprentissage profond qui permettront de reproduire ce qu'on fait aujourd'hui en tomographie et émission de positons, mais à l'aide simplement d'imagerie IRM que tout le monde pourra utiliser. C'est évidemment un projet, une perspective, mais cette perspective est en cours et nous avons des résultats tout à fait prometteurs dans ce champ. Et puis, pour finir, évidemment, développer des essais thérapeutiques de remyélisation, c'est notre objectif final pour permettre aux patients d'aller mieux en se réparant mieux. Et là, nous sommes là aussi satisfaits d'avoir pu intégrer les mesures qu'on a développées ces dernières années dans un essai thérapeutique que nous allons piloté, qui est un PHRC qui a été financé en 2020, où nous allons tester une molécule qu'on a identifiée au laboratoire pour ses capacités de remyélinisation et l'évaluation de cette molécule sur les capacités de remyélinisation sera effectivement réalisée avec des combinaisons de TEP-IRM sur le site de l'ICM. Voilà, ce projet s'appelle MODIF-MS et nous espérons, après quelques, on va dire, procédure réglementaire, que cet essai thérapeutique, au plus tard, commencerait à l'automne prochain. Je vous remercie de votre attention et bien sûr, je remercie toute l'équipe qui travaille avec nous. Nous avons un certain nombre de collaborations, comme vous avez pu l'entendre, que j'ai mentionné tant bien au mieux pendant cet exposé. Et puis, vous avez ici les principaux acteurs du travail d'imagerie dont je vous ai parlé, Benedetta Bodini, Émilie Poirion, Matteo Tonietto, Céline Loapre et plusieurs étudiants qui sont actuellement en cours de thèse pour travailler sur ces objectifs. Je vous remercie de votre attention.